trafic de l'autoroute depuis le Porsche. Je suis resté assis là, dans ma cuisine, le Chili complètement oublié, fixant cette carte sur l'écran de mon téléphone, le cercle bleu vif marqué, sortie 24, se trouvant directement au-dessus de la parcelle 60B. 10 acres que Todd avait qualifié de Camelot, qu'il m'avait donné par pitié, dont il avait ri en suggérant que j'en fasse une décharge de pneus. 10 acres qui étaient sur le point de devenir l'immobilier commercial le plus précieux du comté. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif régional de Houston. J'ai failli ne pas répondre. Je n'aimais pas parler à des inconnus et je supposais que c'était un appel indésirable concernant la garantie prolongée de ma voiture. Mais quelque chose m'a fait décrocher. Peut-être la curiosité. Peut-être le destin. Peut-être que je voulais juste entendre une autre voix humaine pour confirmer que je n'hallucinais pas toute cette situation. J'ai répondu, allô. La voix à l'autre bout était douce. Accent professionnel du Texas. Monsieur Mark, je m'appelle David Hutchkin et je représente la BUC-ES Corporation. Nous comprenons que vous possédez une propriété très intéressante sur le corridor de LI 82 prévu et nous aimerions discuter de son avenir avec vous. Pour ceux qui ne le savent pas, BUC-ES est une chaîne de centres de voyage basée au Texas qui ressemble moins à des stations-service qu'à des temples de l'excès américain. Ils sont massifs, propres, célèbres pour leurs salles de bain et leurs sandwichs à la poitrine de bœuf. Le genre d'endroit qui devient une destination plutôt qu'un simple arrêt. Et il m'appelait pour ma terre à déchets. Je lui ai dit que j'écoutais. Il a dit qu'il suivait le projet IL 82 depuis 3 ans, qu'ils avaient des gens qui surveillaient chaque réunion du comté et chaque session de planification. Ils étaient au courant de la sortie 24 avant même qu'elle ne soit officiellement annoncée et ils voulaient avoir la première chance d'acheter des emplacements commerciaux de premier ordre le long du corridor. Il a dit, votre propriété est exactement ce que nous recherchons. Nous aimerions vous faire une offre très généreuse. J'ai demandé à quel point généreuse. Il a dit 10 millions de dollars en espèces, clôture en 30 jours. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais rien dire. Mon cerveau avait cessé de fonctionner. 10 millions de dollars pour 10 acres de rochers. Il a comblé le silence, a dit, Monsieur Mark, je sais que c'est beaucoup à digérer. Prenez votre temps. Réfléchissez-y. Nous sommes prêts à être très flexibles sur les conditions. Nous voulons vraiment cet emplacement. J'ai dit que j'y réfléchirais. Il a dit qu'il rappellerait dans 2 jours. M'a donné son numéro direct. M'a dit de ne parler à personne d'autre avant que nous ne nous reparlions. J'ai raccroché, j'ai posé mon téléphone sur la table de la cuisine comme s'il était fait de quelque chose de fragile et d'explosif. Puis j'ai fait ce que mon grand-père m'a appris à faire quand quelqu'un vous offre beaucoup d'argent. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas appelé Todd. Je n'ai pas appelé un avocat. Je n'ai rien dit à personne. J'ai juste attendu. Parce que si BUC-ES voulait ma terre assez pour offrir 10 millions de dollars à vue de nez, d'autres personnes la voudraient aussi. Et en Amérique, quand plusieurs personnes riches veulent la même chose, le prix augmente. 2 jours plus tard, David de BUC-ES a rappelé, a demandé si j'avais réfléchi à leur offre. J'ai dit que oui. J'ai dit que 10 millions de dollars, c'était généreux, mais que j'avais besoin de temps pour examiner toutes mes options. Il y a eu une pause. Puis il a dit, quelles options? J'ai dit, les options que je suis sûr d'avoir une fois que la nouvelle de cet emplacement se répandra. Une autre pause. Plus longue cette fois. Puis il a ri. Pas un rire méchant, un rire qui disait qu'il reconnaissait qu'il avait affaire à quelqu'un de plus intelligent qu'il ne s'y attendait. Il a dit, Monsieur Mark, que faudrait-il pour conclure cette affaire aujourd'hui? J'ai dit que je n'étais pas sûr. Il a dit, 12 millions, offre finale. J'ai dit que je le rappellerais. Il n'a pas semblé content de ça, mais il a dit d'accord. Cet après-midi-là, mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro différent, indicatif régional de l'Oklahoma, voix de femme cette fois. Très poli, a dit qu'elle appelait au nom de Loves Travel Stop. A dit qu'ils avaient entendu dire que je pourrais envisager des offres pour une propriété près de la sortie 24. A dit qu'ils aimeraient mettre fin à la conversation. J'ai dit que j'écoutais. Elle a dit 14 millions. Le lendemain, Circle K a appelé, 15 millions. C'était comme regarder des chiens se battre pour un os, sauf que les chiens étaient des sociétés valant des milliards de dollars et l'os était ma terre à déchets. J'ai fait ce que je fais toujours quand je travaille sur un problème de moteur compliqué. Je n'ai rien touché. J'ai juste écouté, j'ai entendu ce que chaque pièce me disait,
j'ai attendu que le système révèle ce dont il avait besoin. Ce dont il avait besoin, c'était d'un avocat, un vrai, pas Richard Clement avec son bureau coûteux et sa loyauté envers Todd. Quelqu'un qui comprenait les transactions foncières et les négociations d'entreprise et comment dire non en termes juridiques. J'ai engagé un gars nommé Foster. Son bureau était dans la capitale de l'État. Il facturait $1000 de l'heure, ce qui m'a rendu nauséeux jusqu'à ce qu'il m'explique que son travail consistait à me coûter de l'argent en horaire pour que je puisse gagner des millions en prix d'achat. Il a dit, pensez à moi comme à une machinerie coûteuse. Vous n'achetez pas une moissonneuse-batteuse parce qu'elle est bon marché. Vous l'achetez parce qu'elle vous rapporte de l'argent. Foster a dit la même chose aux 3 sociétés. Mon client étudie les offres. Soumettez votre meilleure et dernière offre d'ici vendredi. Un seul coup. Pas de négociation après ça. Vendredi est arrivé. Les offres sont arrivées. 20 millions de dollars, 850 000 $. Loves a offert 20 millions de dollars, 500 000 $. Circle K a offert 19,2. Foster m'a appelé. A dit que Bucques avait gagné. A dit qu'il voulait conclure en 3 semaines. A dit félicitations. Vous venez de devenir un homme très riche. Comment voulez-vous procéder? J'ai dit procéder. Acceptez leur offre. Rédigez les contrats et ne dites à personne qui n'a pas besoin de savoir. 3 semaines plus tard, j'ai signé des papiers dans le bureau de Foster. Un autre type de bureau que celui de Clement. Moins de verre et de chrome. Plus de bois et de cuir usé. Du vrai travail se faisait ici, au lieu de juste du théâtre. L'argent a atteint mon compte 2 heures après que j'ai signé. 20 850 000 $ après les honoraires de Foster, les impôts et diverses autres bouchées. Je dégagerai environ 14 millions de dollars, 14 millions de dollars pour 10 acres de terrain vague, pour une propriété que Todd m'avait donnée par pitié en riant des décharges de pneus. J'aurais dû me sentir triomphant. J'aurais dû me sentir vengé. J'aurais dû ressentir quelque chose de grand et de dramatique. Surtout, je me sentais juste fatigué et peut-être un peu triste parce que toute cette situation était la preuve de quelque chose que je savais déjà mais que je ne voulais pas être vrai. Mon frère pensait vraiment que j'étais stupide. Il avait vraiment manipulé papa contre moi. Il avait vraiment cru sa propre histoire sur le fait d'être plus intelligent, meilleur et plus méritant. Et il s'était trompé sur tout. J'étais assis dans notre restaurant local 3 jours après la clôture de la vente. Café et œufs. Mardi matin. Calme. Puis Todd est entré. Pas entré. A fait irruption. Son costume était froissé. Son visage était rouge. Sa coupe de cheveux coûteux semblait avoir été passée dans ses mains pendant des heures. Il m'a vu. Est venu directement à ma table. S'est tenu là, respirant fort comme s'il venait de courir un marathon. Les gens dans le restaurant se sont tus. Les petites villes aiment le drame presque autant qu'elles aiment les potins. Todd ne s'est pas assis. Il est juste resté là, me fixant avec quelque chose entre la fureur et la trahison dans ses yeux. Il a dit, tu savais. Sa voix tremblait. Tu savais tout le temps. À propos de l'autoroute, de la sortie. Tu as manipulé papa. Tu m'as piégé. Tu m'as laissé croire que tu étais trop stupide pour comprendre ce qui se passait. Et tu m'as joué comme un imbécile. J'ai bu une gorgée de café. Ce n'était pas un très bon café, mais il était chaud. Todd a continué, sa voix devenant plus forte. A dit, je vais contester le testament. Prouver que tu as eu une influence indue. Cette propriété était un bien familial. Tu ne peux pas simplement la prendre. Je vais te poursuivre en justice. Je vais te traîner devant tous les tribunaux de l'État jusqu'à ce que justice soit rendue. J'ai posé ma tasse de café. Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai parlé pour la première fois depuis qu'il était entré. J'ai dit, Todd, tu étais l'exécuteur testamentaire. Tu avais la procuration. Tu as rédigé le testament avec ton ami avocat Clement. Tu as décidé qui obtenait quoi. Tu m'as donné cette terre. Tu l'as qualifiée de Camelot. Tu as suggéré que j'en fasse une décharge de pneus. Tu te souviens de ça? Ton propre petit royaume de Camelot. Ce sont tes mots exacts. Son visage est devenu encore plus rouge. Je me suis légèrement penché en avant, j'ai gardé ma voix calme et j'ai dit, et tu sais quoi, Todd? Je t'ai cru. Tu es l'expert, n'est-ce pas?
Le génie de l'immobilier, l'homme d'affaires prospère. Je ne suis que le mécano qui répare les tracteurs. Alors, quand tu m'as dit que cette terre ne valait rien, je t'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Tu es le plus intelligent. Papa l'a toujours dit. J'ai fait une pause, j'ai laissé ça s'installer, j'ai dit, la vérité, c'est que je suis content que tu aies été l'expert. Parce que si tu avais été un travailleur à la place, tu aurais peut-être lu ces procès-verbaux ennuyeux du conseil de comté tous les mardis soirs. Tu aurais peut-être remarqué l'article 60B qui y figurait depuis 8 mois. Tu te serais peut-être demandé pourquoi le gouvernement continuait de parler d'une minuscule parcelle de terrain vague. Mais tu ne peux pas faire ça, Todd. Tu étais trop occupé à lire le Wall Street Journal. J'ai bu une autre gorgée de café, j'ai laissé le silence s'étirer et j'ai dit, et même si tu l'avais remarqué, tu aurais dû te soucier assez de la paperasse ennuyeuse pour creuser plus profondément. Tu aurais dû comprendre que parfois les informations les plus précieuses sont enveloppées dans le langage le plus terne. Tu aurais dû penser comme quelqu'un qui travaille avec ses mains et qui prête attention aux petits détails au lieu de quelqu'un qui gagne de l'argent et ne voit que les grandes images. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, mais tu ne pouvais pas faire ça, Todd, parce qu'il n'y a pas d'image dans les procès-verbaux du conseil de comté, pas de graphique, pas de tendance du marché, juste des mots ennuyeux sur le zonage et l'infrastructure. Et tu ne lis pas les choses ennuyeuses. Tu lis des choses excitantes, des choses sophistiquées, des choses qui te donnent l'impression d'être intelligent. Il est resté là, la bouche s'ouvrant et se fermant, aucun mot ne sortant. J'ai dit, vas-y, poursuis-moi en justice. Gaspille ton argent en avocat, mais tu vas perdre. Parce que chaque document porte ta signature. Tu m'as donné cette terre légalement, correctement, en pleine connaissance de cause et avec ton consentement. Le fait que tu ne savais pas ce qu'elle valait fait simplement de toi un mauvais agent immobilier, pas une victime de fraude. Todd s'est retourné, est sorti, n'a pas dit un mot de plus. Le restaurant est resté silencieux jusqu'à ce que sa Lexus sorte en trombe du parking. Puis tout le monde a commencé à parler en même temps. Il m'a poursuivi en justice. Bien sûr qu'il l'a fait. Il a déposé des documents alléguant une influence indue, une fraude par dissimulation et environ 6 autres termes juridiques qui se résumaient à « on m'a surpassé et je suis en colère ». Son affaire a duré 4 mois, lui a coûté probablement 200 000 $ en frais de justice. Le juge l'a rejeté en référé. A dit que l'ignorance de la valeur de la propriété n'est pas un motif pour annuler un transfert légal. A dit que si chaque personne qui a vendu un terrain pour moins que ce qu'il valait pouvait poursuivre en justice, toute l'industrie immobilière s'effondrerait. La ferme de Todd est toujours sur Zillow. Le prix a baissé 3 fois. Personne n'en veut. Trop bruyant. Trop près de l'autoroute, mais pas assez près pour que ça compte. Moi, j'ai acheté un petit ranch dans le Wyoming. Rien d'extraordinaire. 300 acres d'herbe, de montagne et de silence. Pas de voisins, pas de circulation, pas de frères. Je me lève tous les matins et je n'entends pas le bruit de l'autoroute, je ne sens pas les fumées de diesel et je n'ai affaire à personne qui me traite de stupide. Parfois, je pense à papa, je me demande s'il savait, si Todd l'avait vraiment convaincu que j'étais incompétent ou si papa était au courant d'une manière ou d'une autre. Je ne le saurai jamais. Il a emporté cette réponse avec lui. Mais je sais ceci. Papa s'est trompé sur une chose. Il ne s'agit pas de savoir si l'on travaille ou si l'on gagne de l'argent. Il ne s'agit pas de vos mains ou de votre tête. Il s'agit de ce à quoi vous prêtez attention. Todd prêtait attention aux signes du dollar, aux tendances du marché, à l'apparence du succès pour les photos de Facebook. Il prêtait attention à toutes les choses excitantes. J'ai prêté attention aux choses ennuyeuses, à la paperasse, aux détails, aux choses que personne ne veut lire parce que c'est fastidieux, technique et que ça vous endort. Mon grand-père avait raison. L'argent se cache dans des endroits ennuyeux, dans les procès-verbaux du conseil de comté, les notes du comité de zonage et les études d'impact environnemental que personne ne lit parce qu'elles font 73 pages de jargon d'ingénierie. Le monde entier est occupé à regarder des choses excitantes. Le marché boursier, le cycle de l'actualité, les médias sociaux. Tout le monde veut être diverti, informé, engagé. Personne ne veut s'ennuyer. Mais l'ennui, c'est là que se trouve l'argent. L'ennui, c'est là que se trouve la vérité. L'ennui, c'est là que les gens cachent les choses qu'ils ne veulent pas que vous remarquiez. Todd m'a traité de stupide pendant 20 ans. M'a traité de simple. M'a traité d'incapable de comprendre des choses complexes. Il avait raison sur une chose.
Je suis simple. Je répare des tracteurs. Je lis des documents ennuyeux. Je bois du mauvais café et je n'ai pas de diplôme universitaire, mais j'ai prêté attention. Et à la fin, c'est tout ce qui comptait. Je possède un ranch dans le Wyoming maintenant. Je l'ai acheté en espèces. Todd possède une ferme que personne ne veut. Il l'a achetée avec de l'héritage et de l'arrogance. Nous ne nous parlons plus. Ça ne me manque pas. Parfois, les matins clairs, je me tiens sur mon porche dans le Wyoming et je regarde les montagnes qui sont là depuis des millions d'années. Elles ne se soucient pas de l'argent, de la famille, de qui est intelligent et qui est stupide. Elles existent simplement. Permanentes, indifférentes, réelles. Je pense à l'article 60b. À la façon dont une seule ligne dans un document ennuyeux a changé toute ma vie. À la façon dont le conseil de mon grand-père, donné des décennies auparavant à un gamin de 15 ans, s'est avéré valoir 14 millions de dollars. Prête attention aux choses ennuyeuses parce que l'ennui est l'endroit où se cache la vérité. Et je pense à Todd, où qu'il soit, probablement en train de lire le Wall Street Journal, toujours à la recherche d'opportunités excitantes, manquant toujours tout ce qui compte parce que c'est enveloppé dans un langage trop terne pour retenir son attention. Je n'ai pas pitié de lui. J'ai pitié de tous ceux qui pensent que le succès signifie être excitant, qui pensent que l'intelligence signifie savoir des choses impressionnantes, qui pensent que la sagesse vient de la sophistication au lieu de s'asseoir et de lire la paperasse que tout le monde ignore. Papa a divisé le monde en gens qui travaillent et en gens qui gagnent de l'argent. Il s'est trompé. La vraie division est plus simple. Les gens qui prêtent attention et les gens qui ne le font pas. J'ai prêté attention. J'ai gagné. C'est toute l'histoire.